Salut à tous, quatrième capsule de la série En attendant le 3 novembre, et on commence tout de suite. Alors, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis depuis la dernière fois? Eh ben, c'est très simple, Donald Trump remonte clairement dans les sondages, et donc les démocrates sont obligés de changer de stratégie. Et on va voir ça. Bon alors les sondages, ils valent ce qu'ils valent, on l'a déjà dit, et les résultats varient pas mal de l'un à l'autre. Cela dit, Trump a clairement l'air d'être en hausse de manière générale. Alors il faut se souvenir qu'il est monté haut dans les sondages au tout début de la crise du coronavirus, quand il a pris les premières mesures sanitaires pendant le mois de mars, et ensuite il a baissé régulièrement d'avril à juillet. Vraisemblablement à cause de la progression du virus aux États-Unis et aussi à cause de la crise Black Lives Matter qui a été causée par la mort de George Floyd et qui a initié les émeutes qu'on voit toujours aujourd'hui. Bref, la crise coronavirus plus Black Lives Matter a complètement éclipsé les gains politiques que Trump avait accumulés pendant 3 ans et demi, mais là, Trump revient. Alors pourquoi est-ce qu'il revient? On l'a déjà dit plusieurs fois, pour faire simple, les Américains ont compris que le virus n'est pas dangereux, que les démocrates entretiennent la psychose et restreignent les libertés individuelles, et que ces mêmes démocrates ont encouragé les émeutes, les pillages et les incendies qui vont avec. En somme, la fameuse crise du coronavirus et Black Lives Matter a été initialement mise sur le dos de Trump par les médias, alors Trump a baissé dans les sondages, mais ensuite le peuple a compris la supercherie et l'a mise cette fois-ci sur le dos des démocrates, et donc Trump remonte dans les sondages. Bon, je simplifie un peu, mais globalement c'est ça. Le mensonge des médias ne fonctionne plus, il y a eu trop de mensonges et d'abus autoritaires, et maintenant les Américains veulent que Trump les aide, ils veulent que Trump les protège d'un vaccin obligatoire, qu'il envoie la garde nationale contre les émeutiers. Bon, je refais pas l'analyse des autres capsules, mais Trump incarne la solution, la sécurité, et les électeurs indécis l'ont compris. Résultat donc, Trump remonte dans les sondages, il remonte également chez les bookmakers, les parieurs, et ça c'est aussi un indicateur très intéressant. Il y a surtout une étude qui est très intéressante du Democracy Institute qui a été faite. Alors je vous mets les liens en description. Alors le Democracy Institute, c'est l'organisme de sondage qui a donné Trump gagnant en 2016 et qui a aussi annoncé la victoire du Brexit. Donc ils sont plutôt fiables. Et là, ils annoncent Trump vainqueur le 3 novembre, avec 48% des voix contre 45% pour Biden. Et ils annoncent en plus que cet écart sera encore plus fort dans les États clés, avec cette fois-ci 49% pour Trump et 42% pour Biden. Alors 49 contre 42, je sais pas si vous voyez, mais c'est un écart qui est vraiment énorme, je précise. Alors qu'est-ce qu'il nous dit encore ce sondage? Il nous dit que 9% des électeurs de Biden pourraient bien décider de voter pour Trump le jour J, contre 3% seulement chez Trump. Et enfin, il nous dit que les sujets phares de cette élection, pour les électeurs, sont la sécurité et l'économie. Alors je vous laisse regarder les liens si vous voulez des détails, mais pour vous résumer tout ça, de 1, Trump semble en avance au niveau national. De 2, il semble très en avance dans les États clés. De 3, les électeurs de Biden sont très indécis. Ça, je vous l'avais dit l'autre fois, ils votent, mais ils votent sans conviction. Et de 4, les thèmes de l'élection sont la sécurité et l'économie, donc 2 thèmes dans lesquels Trump est vu comme meilleur que Biden. Bon, ça c'est le genre de sondage qui fait plaisir, celui-là j'ai bien envie d'y croire. Notez que même les sondages qui donnent encore Biden gagnant notent quand même une remontée de Trump. Bon, c'est toujours pareil, à 2 mois des élections, les prédictions sont difficiles à faire, mais là, il y a quand même un parfum de victoire qui est assez perceptible. Et comme vous le savez aussi sûrement, les sondages ont un effet autoréalisateur. Si les gens apprennent dans les sondages que Trump remonte, ça va les inciter à voter encore plus pour Trump. Bon, on verra bien, mais sur ce point, la situation est quand même très bonne. Et donc, vu que cette montée de Trump dans les sondages met en péril les démocrates, les démocrates ils doivent changer de plan. Alors leur plan initial il était plutôt simple. Biden devait rester caché dans sa cave jusqu'à l'élection, se montrer le moins possible, surtout ne pas parler, et dans la rue il fallait encourager les émeutes pour pouvoir ensuite les mettre sur le dos de Trump. En suivant ce plan-là, les démocrates espéraient que le pays entier allait se liguer contre Trump et que Biden n'aurait plus qu'à récolter les votes le 3 novembre sans jamais avoir fait un seul discours ou un seul débat. Et oui, mais comme on l'a vu, le peuple n'est pas tombé dans le panneau et le peuple a démasqué les démocrates. Les démocrates qui sont maintenant vus, eux, comme les responsables des émeutes qu'ils ont encouragées, qu'ils ont fait passer pour des manifestations pacifiques et contre lesquelles ils ont refusé d'intervenir. Sauf que maintenant, ils sont obligés de faire l'inverse. Alors les démocrates commencent à condamner les émeutes et à se faire passer pour le parti de l'ordre et de la sécurité, sauf que c'est trop tard. Ils ont trop encouragé ces protestations et cette violence pour pouvoir maintenant les condamner. D'ailleurs, si vous regardez bien, ils ne les condamnent qu'à moitié. Ils dénoncent vaguement les émeutes violentes, ils disent rien pour les manifestations jugées pacifiques, ils ne font pas de déclarations trop sévères et surtout ils n'acceptent toujours pas la garde nationale de Trump. Ils n'arrêtent pas les délinquants et les criminels qui saccagent les villes alors qu'ils les connaissent. On rappelle que toutes ces émeutes ont lieu dans des villes démocrates, donc les démocrates ont tous les pouvoirs pour y mettre fin. Oui, sauf que si les démocrates agissent, ils perdent leurs derniers électeurs, la gauche radicale et violente, c'est-à-dire le seul électorat qui ne risque pas de basculer chez Trump.
Donc là, Joe Biden fait des discours où il met les émeutes sur le dos de Trump, mais je pense pas que ça ait convaincu un seul Américain tellement c'est grotesque comme accusation. Les démocrates se sont affichés depuis mai dernier comme le parti des émeutiers et de l'insécurité, et ça c'est une image qui va leur rester sur la figure au moins jusqu'à novembre. Alors de son côté, Trump il montre clairement sa volonté de combattre les antifas, qui sont le noyau dur des émeutiers. Il a annoncé des aides financières pour la police de Kenosha. Alors Kenosha c'est la ville de Kyle Rittenhouse dont j'ai parlé la dernière fois, donc une ville où il y a beaucoup de dégâts. Pour vous résumer la visite de Trump, c'est simple. Il n'a pas présenté de condoléances à la famille de Jacob Blake, l'homme tué par la police, ce qui a engendré les émeutes. Donc Trump n'a pas présenté de condoléances, il a soutenu que Kyle Rittenhouse avait tiré en état de légitime défense, il a qualifié les émeutes de terrorisme, et il a accordé 42 millions de dollars de financement à la police du Wisconsin, l'état auquel appartient Kenosha. Donc là, on n'est pas dans les déclarations molles des démocrates qui dénoncent la violence sans la combattre. Trump, il est arrivé et il a dit « c'est du terrorisme ». Pas de pitié pour les émeutiers, et voilà 42 millions de dollars pour remettre vos policiers sur pied. 42 millions de dollars. Souvenez-vous que de l'autre côté, chez les démocrates, le mot d'ordre c'est defund the police. Définancer la police, dissoudre la police. Bref, l'exact opposé de ce que fait Trump, qui lui désormais n'aura plus aucun mal à montrer que c'est lui qui incarne la sécurité et l'ordre. Bon alors à part ça aux États-Unis, quoi d'intéressant? Bon, quelques nouvelles dont vous avez dû entendre parler. Si jamais c'était pas clair, Biden a montré une nouvelle fois qu'il était sénile dans son allocution qu'il a faite à Pittsburgh il y a quelques jours, en bégayant, tout ça, en cherchant ses mots. Bref, rien de nouveau, mais si jamais vous pensiez qu'il allait mieux, bah non. Et Nancy Pelosi a été filmée dans un salon de coiffure, les commerces étaient censés être fermés, mais elle apparemment elle a réussi à en faire ouvrir un pour elle, et elle ne portait pas de masque en plus. Donc là elle prétend qu'elle a été piégée, mais les gens n'ont pas l'air de trop y croire, et ça montre qu'elle ne croit pas elle-même aux mesures sanitaires qu'elle a contribué à imposer aux États-Unis. Donc pour ces deux points, Nancy Pelosi chez le coiffeur et Biden sénile, je vous renvoie à mes deux dernières vidéos, mais vous en trouverez plein d'autres un peu partout sur le net. Bon, et en France on en est où ? Eh ben, comme prévu, les Gilets jaunes font leur rentrée avec des manifestations prévues pour le 5 et le 12 septembre. Alors je vous laisse vous renseigner pour savoir ce qui s'organise du côté de chez vous, vu que ça concerne pas uniquement Paris. Il semble à peu près évident là que les Gilets jaunes vont accueillir dans leur rang des anti-masques, des anti-mesures sanitaires abusives, puisque ce sont les mêmes catégories populaires, celles qui sont à bout et qui subissent la politique actuelle comme jamais. Avec les petites entreprises en difficulté, celles qui ont fait faillite, les anti-masques qui veulent pouvoir respirer, ceux qui sont forcés de mettre des masques à leurs enfants tout en sachant que c'est plus dangereux qu'utile. Ceux qui attendent, à la manière du grand débat de Macron, qu'il y ait un grand procès pour tous les mensonges liés à la crise sanitaire. Bref, il y aura potentiellement énormément de monde au rendez-vous. Alors je parle même pas des policiers, des professionnels de la santé. De toute manière, cette crise a touché tout le monde, donc tout le monde peut potentiellement rejoindre les manifestations. Et il ne faut pas oublier que si les Gilets jaunes ont eu un fort impact, c'est pas forcément parce qu'ils étaient nombreux, mais plutôt parce qu'ils ont duré longtemps et qu'ils ont été tenaces. À part pour leur toute première manifestation, ils étaient généralement entre 100 et 200 000. Donc c'est beaucoup, mais dans l'absolu, c'est pas un nombre hallucinant non plus. Mais comme ces 100 à 200 000 personnes sont restées pendant des mois, qu'ils ont tapé là où ça fait mal, et qu'ils ont tenu, malgré les yeux crevés, les mains arrachées, ça a porté ses fruits. Alors pas autant qu'on aurait voulu, mais n'empêche, ça a ravivé la contestation populaire, et la France a été vue dans le monde entier. Donc maintenant, il faut espérer que tout ça renaisse dans les prochaines semaines, il faut se dire qu'une fois de plus, tous les pays nous regardent, et qu'on a plus à gagner qu'à perdre, vu la situation actuelle. Quoi qu'il en soit, au sujet des mesures sanitaires, il y a quand même de très bonnes nouvelles. Alors je vais pas en parler des heures parce que Sylvain Autrota le fait largement mieux que moi, mais on observe en ce moment un peu partout en France des contestations des mesures sanitaires qui sont portées devant les juges et qui obtiennent gain de cause. Alors pour vous la faire courte, en Alsace, la préfète avait imposé les masques partout dans les villes de plus de 10 000 habitants, mais la justice a finalement rejeté l'arrêté qu'elle a jugé abusif. Il se passe apparemment la même chose à Lyon et à Villeurbanne, où un collectif a saisi la justice contre le port du masque obligatoire, et ce sont toujours les mêmes arguments qui reviennent. Le fait que les mesures changent sans cesse selon l'humeur des prétendus spécialistes, le fait que les mesures imposées semblent complètement exagérées, c'est comme ça que l'arrêté a été rejeté en Alsace, parce qu'on imposait le masque partout, à tout le monde et tout le temps. Donc comme l'a dit Sylvain Autrota, vous avez des coins où à 18h il n'y a plus personne dans les rues, ça sert absolument à rien de porter un masque. Et c'est ce genre d'arguments qui ont permis de rejeter l'arrêté. Les arguments de logique face aux mesures complètement abusives. Donc Strasbourg rejeté, Lyon et Villeurbanne suspendus, dans les Pyrénées-Atlantiques c'est pareil, l'arrêté du masque obligatoire a été suspendu, les plaignants ont dénoncé, je cite, une atteinte grave à la liberté d'aller et venir, à la dignité de la personne humaine, au droit de chacun au respect de sa liberté personnelle. Et la contestation se propage puisque la justice a apparemment été saisie à Montpellier, à Nice, ou encore à Toulouse où le masque est obligatoire même quand vous êtes seul dans votre voiture. Vous imaginez, hein. Donc le mot d'ordre, c'est de dénoncer l'absurdité d'un masque qui serait obligatoire en permanence même quand il n'y a aucun risque de contamination.
Bon, saisir la justice, ça garantit pas que l'arrêté soit suspendu, et un arrêté suspendu, ça veut pas dire qu'il va être annulé. En Alsace, par exemple, la préfète va faire une nouvelle proposition d'arrêté, donc le masque, c'est pas fini. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que même si on n'a pas notre super manifestation comme à Berlin, on va probablement avoir des contestations multiples dans toutes les grandes villes. Personne n'acceptera un masque permanent. Et si des plaignants l'emportent définitivement au tribunal, qu'ils font annuler le masque obligatoire en permanence, même à l'extérieur, ça fera certainement jurisprudence pour toutes les autres villes, où les gens du coup ne vont plus se gêner pour saisir la justice à leur tour. Si vous sortez un peu, vous comprenez bien que ces masques tuent complètement les rapports sociaux et l'économie. Les gens sortent beaucoup moins, ils s'attardent moins dans les magasins, donc ça pourra pas durer éternellement, les gens en ont vraiment trop marre. De leur côté, les médecins continuent de dénoncer la politique sanitaire du gouvernement qui crée plus de problèmes qu'elle n'en résout. Apparemment, les médecins sont maintenant débordés de problèmes de santé qui sont liés au port du masque. Donc des problèmes respiratoires, des problèmes de peau. Bon, tout ça, voilà, comme j'ai dit, je ne vais pas répéter les vidéos de Sylvain Autrota. Je me contenterai juste de résumer tout ça en une phrase. La contestation s'élève de tous les côtés, des médecins aux commerçants, des parents aux professeurs, chacun a une bonne raison de se plaindre. Et en plus, la justice donne raison au peuple. Donc là, la rentrée commence tout juste. Voilà, je vous laisse en tirer vos propres conclusions pour ce qui va se passer dans les semaines à venir. Du coup voilà, on s'arrête là pour le petit résumé de ces derniers jours. Les nouvelles sont bonnes et ça devrait continuer comme ça. Donc là cette fois-ci j'ai mis des liens en description, j'essaierai de le faire à chaque fois. Voilà. Un grand merci à ceux qui ont fait des dons, merci pour votre soutien, et merci à ceux qui partagent les vidéos. Voilà, salut, à la prochaine. N'oubliez pas d'activer la cloche pour être prévenu des nouvelles vidéos. Vous pouvez me suivre sur Twitter et Facebook, et vous pouvez me soutenir sur Tipeee et Paypal. Tous les liens sont en description.